l'insomnie vous guette et que des yeux se dessinent dans l'ombre. Vous quittez le confort du monde réel et pénétrez dans le royaume des songes. Pris au piège, assaillis de toutes parts, vos angoisses se matérialisent, vos cauchemars vous dévorent. Je m'appelle Fabien Girard et je m'apprête à vous raconter 3 histoires sordides. Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format de la chaîne du Hurleur. Un format intitulé 3 histoires sordides. Dans ces vidéos, vous découvrirez à chaque fois 3 nouvelles petites histoires horrifiques et qui auront un thème en commun. En l'occurrence, pour ce premier épisode, le thème des 3 histoires que vous allez découvrir est les enfants laissés seuls chez eux. Alors prenez à boire, prenez à manger, prenez un plaid et nous, on est parti. C'est parti. Cécile était une jeune fille de 12 ans. Elle a eu une enfance assez compliquée due au fait que sa santé était très fragile. Les organes de Cécile étaient pour la plupart mal en point et la famille de celle-ci a dû avoir recours à une longue série d'opérations afin de permettre à leur fille de rester en vie. Malgré cela, Cécile préférait la solitude à la compagnie des jeunes de son âge. Elle passait le plus clair de son temps enfermée, seule, dans sa chambre. À mesure que les opérations se succédaient, Cécile se renfermait de plus en plus sur elle-même. Et les seuls moments de bonheur qu'elle réussissait encore à avoir étaient ceux en compagnie de sa grand-mère Gisèle. Gisèle adorait vraiment sa petite fille, au point d'accepter de se faire retirer un rein, une partie de la moelle osseuse et le foie. Cette dernière opération, celle du foie, mit un terme à la vie de la vieille femme qui s'était tout simplement sacrifiée pour sa petite fille. Maintenant, Cécile allait très bien d'un point de vue physique, mais mentalement elle était dévastée par la perte de sa grand-mère adorée. Notre histoire commence le jour de l'enterrement de Gisèle. Les parents de Cécile, estimant que leur fille était encore trop jeune pour assister à un enterrement, avaient demandé à leur petite fille de rester seule chez eux tout un après-midi. Alors Cécile accepta. De toute façon, elle était trop dévastée pour essayer de lutter et de contredire ses parents. Donc elle accepta de rester seule chez elle tout un après-midi. C'était une des premières fois où les parents faisaient ça, la seule fois où ils ont pu le faire peut-être même. Et lors de l'enterrement, il se passa quelque chose de troublant. Il était 14h lorsque Cécile entendit du bruit au rez-de-chaussée, en provenance de la cuisine. Elle semblait avoir entendu quelque chose qui ressemblait à un carreau d'une fenêtre qui s'était cassé. Elle était à l'étage, dans sa chambre, comme à son habitude. Lorsque le carreau cassa au rez-de-chaussée, une voix de femme, assez âgée, parvint à ses oreilles. « Cécile, rends-moi mon rein et mon foie, je suis dans la cuisine. » Paniquée, Cécile se réfugia sous sa couette. Mais, de nouveau, la voix se fit entendre. « Cécile, rends-moi mon rein et mon foie, je suis dans le salon. » Cécile savait bien que c'était la voix de sa grand-mère qui lui parvenait. Elle l'avait reconnue. Elle l'aurait reconnue entre mille. Elle ne comprenait pas comment c'était possible, mais c'était elle. Gisèle était là, avec elle, dans la maison. « Cécile, rends-moi mon rein et mon foie, je suis dans l'escalier. » Elle entendit alors quelqu'un monter les marches. Quelqu'un qui respirait fort. Elle se blottit alors davantage dans sa couette, jusqu'à entendre la porte de sa chambre grincer. « Cécile, rends-moi mon rein et mon foie, je suis derrière toi. » On ne retrouva jamais Cécile, mais on raconte que les porteurs du cercueil de Gisèle s'étaient étonnés de la légèreté de celui-ci lors de l'enterrement. Théo était un jeune garçon de 10 ans. Ses parents n'étaient pas très souvent à la maison. Happés par leur travail, ils avaient réussi à obtenir une situation plus que confortable. Ils avaient une très grande maison, un cercle d'amis très mondain
et de l'argent à foison. Cette jolie situation monopolisait toute leur énergie, à tel point qu'il manquait cruellement de temps pour élever Théo ou pour ne serait-ce que passer un peu de temps avec lui. Pour remédier à cela et faire en sorte que Théo cesse de s'apitoyer sur sa solitude chronique, il faut dire que le jeune garçon ne cessait de pleurer. Ses parents décidèrent de lui offrir un chien. Théo ne pourrait bientôt plus se passer de son fidèle ami à quatre pattes. Notre histoire débute un soir comme tous les autres, un soir lors duquel les parents de Théo décidèrent d'aller dîner chez des amis. Et comme à leur habitude, ils ne prévirent pas de baby-sitter. Théo se gardera tout seul. Après tout, le jeune garçon n'y voyait aucun inconvénient. Pour lui, c'était normal. Les parents prirent alors la route, laissant Théo tout seul, en compagnie de son chien quand même, son seul ami. C'était une de ses premières nuits d'hiver. Le soleil était déjà pratiquement couché, alors Théo décida de se coller sur le canapé devant la télé. Il alluma la chaîne des informations, et un gros titre accrocha son attention. Échappé de l'asile, un fou dangereux en cavale. Machinalement, Théo commença à caresser son chien, qu'il ne voyait pas car il avait interdiction de monter sur le canapé. C'était leur rituel. Quand il était anxieux, Théo passait la main par-dessus la coudoir et gratouillait le crâne de l'animal qui ne demandait pas son reste et finissait généralement par s'endormir sous les caresses. Aux actualités, on parlait maintenant de l'asile duquel s'était échappé le fou des informations. Et par un malheureux hasard, il se trouva que l'asile en question se situait non seulement dans la même ville, mais aussi dans le même quartier que la maison de Théo. Le garçon accentua alors ses caresses. Et cette fois-ci, le chien lui lécha le bout des doigts pour le rassurer. Par réflexe, Théo changea de chaîne et passa sur un dessin animé. Et il se détendit presque instantanément. Mais soudain, un bruit agaçant survint et le fit se retourner dans le canapé. Un bruit de gouttelettes qui tombent à intervalles réguliers, comme un robinet qu'on aurait mal fermé. Agacé, Théo se leva pour aller vérifier la salle de bain. Selon lui, le son ne pouvait provenir que de là. Mais lorsqu'il entra dans la pièce, il se rendit compte que tout était calme. Une chose cependant était troublante. Lorsqu'il essaya d'allumer la lumière dans cette pièce, il n'y parvint pas. Mais constatant que aucun bruit d'eau n'était à déplorer, il décida de retourner s'asseoir sur le canapé. De toute façon, le son avait disparu et maintenant la maison était à nouveau calme. Donc il se rassit, continua son dessin animé et s'endormit, seul, devant la télé. Ce qu'il n'avait pas vu en entrant dans la salle de bain, c'est son chien, suspendu au lustre par les pattes arrière, la gorge ouverte et se vidant progressivement. C'est cela qui provoquait le ploc, ploc, ploc. Mais il ne l'a pas vu. Et à l'heure actuelle, Théo est resté dans son canapé, devant son dessin animé. La chose qui était allongée au sol à côté de lui n'est plus là. Et ses parents sont sur le point d'arriver. Théo, on est rentré! Vous tenez bon jusque-là? Alors on est parti pour notre dernière histoire. Elle se déroule dans la ville de York, une très ancienne ville d'Angleterre. Sa fondation remonte au temps des Romains. Et comme dans toutes les très vieilles villes, anglaises qui plus est, les superstitions vont bon train. Il y aura toujours quelques fantômes pour attirer les touristes dans la York actuelle. Mais notre histoire se déroule à une époque où le tourisme ne s'était pas encore développé dans la région. Il s'y trouvait à l'époque un petit orphelinat. Les conditions de vie étaient précaires puisque les orphelins étaient logés et nourris aux frais de l'État qui attribuait une somme fixe d'argent par orphelin. Le directeur de l'orphelinat, lui, était chargé de nourrir les enfants, de leur fournir l'enseignement élémentaire et également de les garder au chaud durant les longs hivers anglais.
En échange de ses services, le directeur de l'orphelinat obtenait donc les dites sommes d'argent, les subventions que l'État fournissait, et qui variaient en fonction des adoptions et du nombre d'orphelins restant à l'orphelinat. Notre histoire débute lors d'une dispute. Le directeur de l'orphelinat vivait au sein même de l'orphelinat avec sa femme. Sa femme était institutrice et elle donnait cours aux enfants. Elle était détestée de tous les orphelins, car elle était méchante de nature, même avec le directeur qui l'avait épousée malgré ça et qui cédait à tous ses caprices. Ce soir-là, donc, éclata une dispute. La femme du directeur se plaignit du froid qu'il faisait dans leur logement. Elle regrettait qu'il ne fasse pas rentrer davantage de bois pour pouvoir chauffer davantage. Mais le directeur lui répondit que leurs revenus ne leur permettaient pas d'acheter plus de bois, et qu'il fallait donc se contenter du peu qu'ils avaient. Mais sa femme insista malgré tout. Et les gosses? Ils sont jeunes. Entassés sur leurs lits superposés, pas besoin de chauffer leur dortoir. Ils se tiendront suffisamment chauds, collés les uns aux autres. Tu veux que je perde mon emploi? Les privés de feu reviendraient à les condamner à mort par ce froid. Au moins, quand on est mort, on ne peut pas mourir de froid. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit du directeur toute la nuit. C'est vrai après tout. Est-ce que ça ne serait pas rendre service à ces gamins que de les empêcher de souffrir du froid? Fini les engelures, fini les rhumes, fini la fièvre, et bonjour, le repos paisible pour l'éternité. En plus, personne ne les réclamerait jamais, ces gamins. S'ils sont à l'orphelinat, c'est justement parce qu'ils n'ont nulle part d'autre où aller. Aucun parent pour se soucier d'eux. Donc, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, quelle différence cela ferait? Les subventions continueraient de tomber directement dans sa poche plutôt que dans de la nourriture, des vêtements ou du matériel scolaire. Cela permettrait au directeur de s'acheter plus de bois afin de chauffer davantage son logement et de plaire à sa femme. L'idée avait pris racine dans sa tête. C'était décidé. Le lendemain matin, il allait isoler un des orphelins et il s'occuperait de le faire disparaître. Pour ses camarades, cela sera considéré comme une banale fugue. Et pour l'État, l'État n'en sera pas informé. Plusieurs orphelins disparurent cette année-là. Mais les rentrées de bois et d'argent stagnèrent. L'institutrice était bien au chaud désormais. Elle mangeait bien mieux aussi. Et un bébé était même en route. Le directeur jubilait. Son seul souci désormais était la terre qui, à cause du froid, devenait trop dure pour pouvoir être creusée avec sa simple pelle de jardinage. Fallait-il donc qu'il arrête de faire fuguer de nouveaux orphelins, ou qu'il trouve un autre moyen de faire disparaître leur corps? L'argent était très confortable, et avec le bébé qui allait arriver, il lui en faudrait toujours plus. Il était donc hors de question d'arrêter les fugues. Et puis, s'il avait une voiture, il pourrait emmener toute sa petite famille à la mer. Il avait d'ailleurs pratiquement récolté la somme nécessaire pour en acheter une. Il avait même commencé à entreposer des fûts d'essence dans le sous-sol de son logis, en prévision du jour où il pourrait s'offrir le bolide de ses rêves. Il ne voulait plus attendre. C'était décidé, il fallait trouver un moyen de faire disparaître les corps en attendant le dégel, pour pouvoir ensuite les ensevelir à nouveau. L'un des premiers endroits auxquels il pensa justement était le sous-sol. Lui seul en avait les clés. C'était son coffre-fort, là où il entreposait ses réserves personnelles de bois, d'essence et d'orphelins fugueurs désormais. Même s'il était le seul à avoir la clé, des petits bruits émanaient de la cave depuis quelques nuits. Des petits bruits sourds que lui seul entendait et qui réveillaient notre directeur qui était persuadé d'entendre frapper contre les murs. Il entendait des cris étouffés dans la nuit, si bien qu'un soir, il se décida de descendre et d'aller à la cave, une lampe à pétrole à la main. C'était sans doute rien, mais il se devait de vérifier, ne prendre aucun risque pour son foyer. Le directeur ouvrit la porte du sous-sol avec sa clé,
descendit les quelques marches et scruta l'obscurité avec sa lampe. Il y avait des petites traces de pieds au sol, des traces noires, comme si on avait marché dans de l'essence. Un peu plus loin, un fût avait été renversé, recouvrant le sol d'une épaisse flaque noirâtre. Ça empestait l'essence. Soudain, une série de petits pas précipités se rapprochant fit sursauter le directeur, qui lâcha sa lampe par inadvertance. Aujourd'hui, on raconte que des marques d'explosion sont visibles dans la vieille ville de York, à l'endroit où se trouvait l'orphelinat. On dit aussi que tous les orphelins survécurent à l'explosion, mais que le directeur et sa femme furent cramés jusqu'à la moelle, et que plus jamais ils n'eurent froid. Cet épisode de 3HS touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous serez curieux des prochaines histoires qu'on aura à vous raconter lors des prochains numéros. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Allez, salut à tous. Ciao.